formation comptable, donc je ne suis pas habitué à... Je suis pas un grand orateur, et ceux qui étaient là à l'atelier justice fiscale tout à l'heure savent déjà que mon exposé va être décousu. Mais, donc en quelques mots, je vais quand même présenter rapidement l'affaire Luxembourg-Leaks, que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà. Alors, donc j'ai travaillé dans un grand cabinet d'audit, l'un des 4 plus gros au monde. Celui-là s'appelait PricewaterhouseCoopers au Luxembourg, après avoir fait une école de commerce. Personne n'est parfait. Et donc j'ai dans le cadre de mon activité qui consistait à m'assurer du caractère sincère et fidèle de la comptabilité des entreprises. Moi, c'est des missions de commissariat aux comptes, ça me paraît d'une utilité sociale assez forte. En tout cas, c'était assez neutre par rapport à l'activité économique de nos clients. Et dans le cadre de cette activité-là, j'ai pris conscience de l'ampleur de certaines pratiques fiscales au Luxembourg, et notamment la pratique du tax ruling, qui a été mis en lumière par l'affaire LuxLeaks, donc qui sont en fait des décisions anticipées accordées par l'administration fiscale luxembourgeoise aux multinationales, par l'intermédiaire des grands cabinets de conseil en fiscalité dont font partie les 4 grands cabinets de l'audit. Et donc ces documents, ces décisions fiscales anticipées détaillent tous les mécanismes extrêmement complexes qu'emploient les multinationales pour échapper à quasiment toute imposition. Et c'était ça un peu ma découverte, parce que je supposais bien sûr que le Luxembourg, une partie de son attractivité reposait sur la fiscalité, mais ce que j'ai découvert, c'est que ces pratiques allaient quand même très très loin, avec des taux effectifs d'imposition parfois proches de 2-3%, moi c'est ce que j'ai vu, et après les journalistes qui ont enquêté sur les documents ont même trouvé des taux quasi nuls. Et ce sont des pratiques absolument systémiques, employées par toutes les multinationales. Donc j'ai décidé de démissionner, avec d'autres raisons, mais c'est entre autres ce qui m'a conduit à démissionner. Et la veille de ma démission, j'ai trouvé sur le réseau de l'entreprise des centaines de ces accords. Ça représentait 28 000 pages. Alors c'était une anomalie totale que ces documents-là, extrêmement sensibles, soient en accès libre, et ça a été reconnu lors du procès par mon ancien employeur. Mais bref, ils étaient là sous la main, donc j'ai fait un copier-coller. Et ensuite, je passe les étapes intermédiaires et tout le cheminement, mais ça a fini entre les mains du consortium international de journalisme d'investigation, l'ICIJ, qui a également sorti ensuite l'affaire Panama Papers. Et donc en novembre 2014, il y a des dizaines de médias dans le monde qui ont publié l'intégralité des documents, ce que je ne souhaitais pas. J'étais quand même conscient des risques que je prenais. Là, j'étais un peu débordé dans mon intention, mais quoi qu'il en soit, avec le recul, je pense que ça valait le coup quand même. Et donc ces journalistes ont publié simultanément leurs enquêtes, donc ce qui a eu un impact assez considérable, et ce qui a eu un vent d'indignation assez généralisé de l'opinion publique, mais aussi des politiques au pouvoir. Donc c'était en très grande partie hypocrite, mais n'empêche que maintenant que les choses étaient sur la table, c'était impossible de ne pas réagir. Et donc ça a conduit à quelques avancées, notamment la création d'une commission spéciale. Donc c'est une commission parlementaire au Parlement européen qui a enquêté sur ces sujets-là, et dont le deuxième rapport vient d'être adopté hier, avec quelques recommandations intéressantes en matière fiscale et aussi pour protéger les lanceurs d'alerte. Et il y a eu aussi des avancées sur le terrain fiscal.
enfin, peut-être pour terminer sur cette affaire LuxLeaks, parce que j'en ai pas parlé, mais donc, en fait, au-delà de tout ce qui s'est passé, Parlement, etc., il y a eu aussi une enquête voilà, qui a conduit à mon identification et à celle de l'autre lanceur d'alerte, Raphaël Allais. Donc on a eu un procès fin avril, début mai, qui a conduit donc, effectivement à ma condamnation la semaine dernière à 1 an de prison avec sursis et 1500 € d'amende. Et bon, bah, ça fait une semaine que j'essaie de digérer ça, surtout de comprendre un peu le jugement, et c'est pas évident, parce que il y a énormément de contradictions dans ce jugement, c'est-à-dire qu'il est reconnu que nous avons agi dans l'intérêt général, que ces révélations ont servi le bien public, que nous sommes des lanceurs d'alerte, que nous n'avons pas touché un rond dans cette affaire, tout ça c'est écrit dans le jugement, et par contre il faut quand même nous condamner. Voilà. Bon, alors là-dessus, j'ai encore pas bien compris. Alors eux expliquent ça comme une insuffisance de la loi, parce que, enfin voilà, tel que c'est rédigé, on croirait presque qu'ils nous condamnent à regret, quoi. Alors je pense que c'est en grande partie hypocrite de la part du Luxembourg. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à ce qu'il soit pas très indulgent, mais voilà, en tout cas, ils considèrent qu'il y a une insuffisance de la loi, donc c'est très bien, ça donne des très bons arguments à nos élus pour légiférer, notamment au niveau européen, en faveur de la protection des lanceurs d'alerte. Et en France, ça vient en ce moment avec la loi Sapin 2. Et bon, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que par moment, auprès de certains proches ou de certains soutiens, on me demande de justifier pourquoi je fais appel. Alors c'est vrai qu'on a interpellé tout ce qu'on a pu en disant oui, il risque 5 ans de prison, c'est beaucoup, ou peut-être même 10. Et donc 1 an avec sursis, au final, c'est pas grand-chose. Et donc on me dit, bah, alors t'es pas content, t'es pas soulagé, enfin pourquoi enfin, et là bah, je trouve que c'est assez difficile à expliquer. C'est peut-être à ce stade-là où on passe vraiment dans l'action vraiment engagée, quoi. Bah, quelque part, c'est en cohérence aussi avec vraiment une démarche qui est fondamentalement désintéressée. Et c'est-à-dire que, effectivement, 1 an avec sursis, je suis pas un délinquant, enfin voilà, je commets pas très souvent de délit, donc c'est vrai que je m'en fous un peu. La période de probation est de 5 ans, alors c'est pas rien, parce qu'apparemment si je fais un délit routier, ça peut quand même tomber, mais bon voilà, en fait, ça n'a pas d'impact sur ma vie quotidienne, et 1500 € c'est dérisoire par rapport à ce que coûtent des avocats, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire appel, mais c'est juste que symboliquement c'est extrêmement dissuasif envers d'autres lanceurs d'alerte. Et puis quand je rentre chez moi le soir, j'ai été condamné dans un tribunal, et je me regarde dans la glace, je suis pas un délinquant, quoi. Faut arrêter de délirer, donc j'ai fait appel, et je vais essayer de faire valoir mes droits. Et je pense que le droit, les avocats ont donné des arguments au tribunal pour m'acquitter, donc on va essayer de faire valoir ça des années s'il le faut. Et ça illustre quelque chose, c'est que là dans le fait que je dois me justifier, c'est que souvent il y a une suspicion quand je dis voilà que mon ex-collègue Raphaël Allais, disons que nous sommes motivés par l'intérêt général, il y a tout de suite une suspicion, quoi. Mais non, c'est pas vrai, c'est des mecs narcissiques qui veulent se faire valoir, qui veulent se venger, on peut trouver des tas d'arguments. Et là je trouve qu'il y a un changement culturel à opérer, c'est que c'est quand même pas un crime de s'intéresser à la chose publique et d'essayer de changer les choses, et moi ça me dérange profondément de devoir m'en justifier. Alors après, je veux bien... bien admettre que les lanceurs d'alerte ont quelque chose de très énervant, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une démarche individuelle, et je viens ici, je me fais applaudir, moi ça me donne envie de me barrer, mais voilà, moi je trouve je comprends que ça énerve, c'est quand même c'est une démarche très individuelle, mais je pense que c'est très complémentaire aussi de l'action collective, parce qu'il y a bien entendu besoin des organisations constituées, et voilà, la démarche du lanceur d'alerte, j'ai expliqué, c'est informer l'opinion pour ensuite mettre la pression sur les politiques pour qu'il y ait des choses concrètes qui se passent. Et là, il y a effectivement un relais qui a été fait dans l'affaire LuxLeaks par les organisations. Donc il y a les gens ici de la plateforme Paradis Fiscaux et Attaque en est membre. Le CRID aussi. Oui, le CRID aussi. Et donc voilà, il y a besoin d'un relais, ces actions-là sont complémentaires, je pense qu'il n'y a pas de concurrence à y voir, et ces organisations-là ont aussi été très utiles dans le soutien ensuite qui a été apporté, et là j'en suis reconnaissant
toute la mobilisation qu'il y a eu derrière les 3 prévenus de l'affaire LuxLeaks. Et malheureusement, va falloir continuer parce que c'est pas terminé. Et bon, alors, j'annonce ma conclusion, même s'il me reste 5 points à aborder. Alors, non mais, enfin, pourquoi protéger les lanceurs d'alerte? Alors, bien entendu, on est dans une société qui dysfonctionne. Voilà, malheureusement, il y a les mécanismes régulateurs, les institutions ne sont plus efficaces et on a besoin de scandales, on a besoin d'indignation de l'opinion pour avancer. Donc malheureusement, s'il n'y a que comme ça que ça bouge, faut l'encourager et voilà, faut continuer. Et puis par ailleurs, on baigne dans un système économique extrêmement opaque qui a encore été renforcé avec la directive secret des affaires et quelque part la souveraineté démocratique elle peut ne s'exercer que si elle connaît les pratiques des multinationales qu'elle est censée réguler. Il n'y a pas de régulation démocratique des activités économiques si on ne sait pas ce qui se passe dans les entreprises. Et c'est pour ça que là, il y a quand même besoin d'informations de première main qui viennent des salariés. Et donc, bien sûr, il faut encourager les lanceurs d'alerte. Et encore, enfin, je pense que il y a effectivement ces intérêts collectifs qui justifient cette démarche, mais il y a aussi tout simplement des intérêts individuels. Et là, je pense qu'il faut... Enfin, c'est un message aussi positif à envoyer, c'est qu'il y a énormément de salariés qui ont des conflits éthiques permanents et qui ne se satisfont pas du système économique dans lequel ils baignent. Et je pense que c'est une question d'équilibre personnel, tout simplement, d'agir selon sa conscience. Et lancer une alerte, ça peut aider peut-être à dormir un peu mieux le soir. D'ailleurs, c'était une recommandation du code de bonne conduite de PwC. Mais, bon. Et donc, je trouve que c'est vraiment aussi une question de bien-être personnel, quoi. C'est pas que. Et je voulais aussi rebondir. Tout à l'heure, on parlait d'état de nécessité, et ça a été un des arguments juridiques mis en avant par mes avocats, parce que c'est prévu dans le droit. En état de nécessité, on peut, dans certains cas, désobéir. Et alors, le tribunal du Luxembourg a répondu. Alors je partage parce que moi j'arrive pas à comprendre, mais elle a répondu que j'aurais pu informer mais sans divulguer de documents. Alors je sais pas, c'est pas très intéressant, mais je vous invite à m'aider à comprendre cette phrase. Alors je sais pas, en appel, moi ce que je peux me dire c'est que je l'ai fait. Enfin voilà, en tant que citoyen, de temps en temps on écrit un petit commentaire sous un article de presse, on peut participer dans une émission participative, etc. Mais ça change pas les choses, quoi. Et donc là j'avais des documents sous la main. Je pense qu'il y avait état de nécessité. Malheureusement le tribunal le comprend pas, mais voilà, en appel on aura l'occasion de développer tous ces arguments. Et voilà, cette fois vraiment pour conclure, il y a du coup probablement que la justice luxembourgeoise ne va pas énormément bouger dans ses positions, donc il y a des chances que le combat dans lequel on se lance dure des années jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a un comité de soutien qui s'est constitué, la support-antoine.org, et il y en a un autre pour Raphaël Allais. Et donc il y aura des frais d'avocat assez colossaux. Pour l'instant il y a eu des dons assez généreux, mais ça a suffi jusque-là, et bien heureusement, mais ça va continuer. Et bon, voilà, je termine en disant que les lanceurs d'alerte, quelque part, ça illustre la capacité de la base à de temps en temps faire changer les lignes, et je trouve que c'est quand même un message d'espoir. Et